So, for the survivors, yes, yes, yes. Où est-ce qu'elle est la clé? Elle est sur son truc à elle, là-bas, non? C'est toi qui l'as, ma clé? Oui, je te la donnerai tout à l'heure. On s'en sert pas. J'enregistrerai la dernière. Hein? T'es pas sur la clé, là? Si? Non, je crois pas. Mais c'est même pas la mienne, ça. Après, je sais pas ce que c'est. C'est pas ma clé, ça. On a abordé beaucoup de points que tu vas aborder là sur ce Oui. Non, non, on va faire court, rassure-toi, je suis le champion de faire court. C'est pas toi qui as ma clé? Non, elle est là. C'est joli. Mais non, c'est pas la mienne, là-bas. Je te l'ai posée là, ta clé, quand je l'ai utilisée. Bon. Tu as dû la ranger parce qu'elle était là. Hop. Effectivement, elle doit être rangée. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Des petites précisions domestiques en attendant que tout le monde s'assoie. Donc le PowerPoint sera en ligne, pas forcément ce soir, mais rapidement, donc vous pourrez le récupérer. Est-ce que tu peux sur la diapo où il y a Catherine et moi mettre nos emails sous notre portrait, que ça soit dans le truc. Voilà. Donc ça, c'est des choses pratiques. Ensuite, il y a dans la salle quelques livres en français. Alors oui, des petites précisions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Il n'y en a plus que pour 1 heure. Alors, quand la session sera finie, s'il y en a qui partent avant, ces ustensiles nous ont été fournis gracieusement par le SFU. Merci de ne pas partir avec. OK. Donc, vous en refaites un tas au bout là-bas et on leur rendra. Deuxièmement, il doit y avoir 4 ou 5 livres comme ça en français dans la salle. Je les ai amenés de France. Je ne voudrais pas les remmener. Donc, s'il y en a que ça intéresse, surtout servez-vous. Voilà. Et donc, on attaque le dernier thème de cette présentation. Voilà. Donc, comme c'est un thème qui va être, comme tous les chapitres de livres, il y a des redondances entre chapitres. Donc, je vais aller vite sur les choses qu'on aurait déjà dites, parce qu'effectivement, il y a toujours des sujets qui apparaissent en double dans différentes analyses. Voilà. Donc, en gros, la durabilité des AMP, la question qui nous était posée, c'est est-ce que les projets du FEFEM ont contribué à améliorer la durabilité des AMP et leur insertion dans leur territoire. Voilà. Donc, c'est des choses dont on vient de parler, par exemple, de la gestion intégrée des zones côtières, etc. Donc, je vais pas vous rappeler ces trucs-là. Et j'ai un bip-bip là quelque part, parce que j'aime pas parler derrière le pupitre. Voilà. Hop. Donc, du coup, la durabilité, elle vient de pas mal de sujets différents. L'argent, évidemment, arrive rapidement sur les sujets, mais on en parlera un peu dans ce chapitre, mais en fait, relativement peu, parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages sur le financement pérenne des AMP. Donc, en fait, on commence par parler de quelque chose qui est important sur la durabilité, c'est les réseaux. Donc, il y a des membres de réseau parmi nous, etc. Et effectivement, ça participe à la durabilité pour pas faire un burn-out, pour pas se sentir isolé, pour pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre sur comment tu as résolu tel problème, tel machin, toi, de ton côté. Et c'est assez important. Donc, le FEFEM a beaucoup participé là-dessus. On a déjà beaucoup partagé sur les réseaux. Donc, on va une photo avec des gens de mettre pas en bas, là. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on a appris, c'est que ces réseaux, c'est vraiment important qu'ils existent, et c'est vraiment important que les bailleurs les oublient pas. C'est-à-dire que aider un réseau, c'est vraiment une couche importante pour la résilience des AMP elles-mêmes. Donc le FEFEM l'a beaucoup fait, hein, mais effectivement, c'est vraiment important.
maintenir les moyens à ces réseaux de se réunir, de se voir, pas seulement, effectivement, comme dit Catherine, pour boire une bière, mais aussi pour échanger sur les sujets, c'est important. Donc, je sais que le FEFEM est très sensible à ça, pas tous les bailleurs d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est en train de vraiment beaucoup démarrer. Donc là, vous avez des photos de réseaux qui se réunissent. Donc du coup, sur les échanges d'expériences, on en a aussi beaucoup parlé. Donc Marfun a fait des choses tout à fait dédiées à ça dans son réseau, mais aussi Medpan, bien sûr. Au Kirimbas, ils avaient cette réunion annuelle des fishermen, là, des pêcheurs. Le projet Kobe, dont la responsable vient de nous quitter, hélas, a aussi du networking sur les pêcheurs. Et dans ce projet-là, dont je ne vais pas imposer aux traducteurs d'aller traduire cet acronyme terrible qui est dans l'océan Indien, il y avait eu effectivement là aussi beaucoup de choses qui avaient été faites, c'est un projet FFM, sur de la capitalisation de choses qui étaient bien, avec beaucoup de gens formés, beaucoup d'équipes formées, etc., des échanges de bonnes pratiques. Et c'était allé jusqu'à aussi des petits ateliers semi-industriels sur des choses qui étaient travaillées. Donc le vrai changement de paradigme, une des toutes premières diapos tout à l'heure, c'était ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé de formations qui au début étaient très académiques à des formations qui sont maintenant vraiment très terrain. Donc vous avez un exemple là ici de quelque chose qui n'est pas si récent que ça, hein, sur les huîtres en Casamance, où effectivement il avait été dans un projet financé par le FEFEM, appris aux femmes de récolter les huîtres sans couper les racines de palétuvier, parce que historiquement, elle mettait un coup de machette, elle prenait la racine avec les huîtres et elle gérait les huîtres à la maison. Et donc effectivement, le palétuvier, on lui coupait toujours ses racines et donc il allait beaucoup moins bien. Et de plus, ça récoltait évidemment moins d'huîtres, puisqu'il y avait moins de possibilités pour les huîtres d'essaimer, puisqu'il n'y avait pas de racines. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui paraissent toutes simples. Voilà. Donc on parlait tout à l'heure du maraîchage, donc en gros. Rien de très phénoménal à dire là-dessus. Donc sur les innovations, alors le projet Cogito, je ne sais pas en parler moi, parce que c'est pas moi qui m'en suis occupé, donc je sais que Constance est dans la salle et Catherine, mais bon bref, c'est un projet sur lequel aussi il y a eu des formations importantes. Rampao, CSRP, etc., avec les task force, c'est un truc qui mérite une petite mention. C'est un peu en sommeil en ce moment, c'est un peu dommage, mais effectivement, ils avaient fait des task force dans différents domaines dans lesquels ils avaient formé localement des gens qui avaient une capacité certaine sur un certain nombre de sujets, plan de gestion, surveillance, etc., différents domaines. C'est celle de la surveillance qui a le mieux survécu, je pense. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la région quelqu'un qui est capable de former des gens. Il fait partie de l'équipe de Louis Girard. Et donc, c'est quelqu'un qui, localement, peut être pris pour amener dans un pays à côté, pour reformer des équipes, etc., parce qu'il a acquis ce savoir et il n'a pas besoin de venir d'Europe et d'être au tarif européen, etc. Donc, cette notion de task force, c'était pas mal. Oui, il y a une task force pêche. Il y avait 5 ou 6 task force, mais bon, le Rampao les a pas bien fait tourner. C'est dommage, parce que c'était vraiment quelque chose qui était important pour arriver à se dispenser de l'aide toujours internationale, qui n'est pas toujours nécessaire. Voilà. Et donc les AMP ont été quelquefois, c'est pas si souvent que ça, l'instrument pour fabriquer des réglementations. Donc l'exemple de Sénégal plus Guinée-Bissau plus Mauritanie, je ne sais pas, en tout cas Guinée-Bissau et Sénégal, c'est sûr, c'est sur les AMP communautaires. Donc il y avait 2 AMP à l'époque phares sur la côte ouest, c'était Urok en Guinée-Bissau et Bamboung au Sénégal, où effectivement l'existence de ce qu'on pourrait qualifier de ce problème, c'est-à-dire qu'il y avait une ONG qui s'était emparée de cette AMP, il n'y avait pas les autorités, il n'y avait rien du tout, et ça marchait. Et ça a énervé les autorités énormément, parce que ce n'était pas le modèle classique, et ce modèle non classique fonctionnait très bien. Donc, à l'époque, en tout cas. Et donc, du coup, ces deux ONG, elles ont été largement aidées par le FEFEM à plusieurs reprises pour justement continuer ces travaux qui étaient très prometteurs. Et ça a carrément fini par le fait que ces pays ont carrément voté des lois, d'où l'existence de la direction des aires marines protégées communautaires au Sénégal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'existence de l'IBAP,
l'Institut pour la biodiversité et les aires protégées en Guinée-Bissau, qui sont exactement le produit de ces travaux, de ces nouvelles AMP, comme on pourrait les appeler. Voilà. Bon, il y a eu d'autres décrets qui ont pu être faits, à l'Algérie en particulier, Medpan a aidé à ce qu'il y ait des décrets sur les AMP aussi. Le témoignage de notre ami algérien tout à l'heure n'est pas très rassurant sur le fait de ce qui est devenu ce décret, mais en tout cas, il y a eu des travaux comme ça. Et le FEFEM a aussi travaillé sur un projet dont on avait fait la faisabilité avec Catherine, sur un des projets qui sont hors des ZEE, il y en a plusieurs, sur justement essayer de faire un peu de prospective sur qu'est-ce que pourrait être une AMP en dehors des ZEE. Donc, qui est un sujet, quoi. J'ai appris plein de choses quand j'ai fait cette faisabilité, parce que je ne savais rien sur les zones au-delà des ZEE à l'époque. Donc j'ai appris le nom de tout un tas d'organismes qui s'occupaient de ça, etc. Voilà. Et alors, bon, la finance, donc on demandera tout à l'heure à David de nous faire une petite présentation de ce qu'il sait sur ces sujets-là, et il en sait énormément. On essaiera de faire un petit peu court aussi. En gros, c'est le problème des financements qui s'arrêtent quand un projet s'arrête, le problème du manque récurrent et permanent de ressources dans les pays en développement pour assurer le minimum de la gestion des aires protégées. Et quand je dis le minimum, c'est que même dans des pays où c'est pas trop mal fichu, où c'est pas trop mal organisé, arriver à trouver 50 litres d'essence pour faire fonctionner la pirogue, c'est toujours tout un problème. Arriver à ce que cette pirogue marche, parce qu'on n'a pas l'argent pour l'envoyer chez le réparateur pour que le moteur fonctionne, etc. Bref, des trucs qui paraissent incroyables, mais c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire que les équipes ne peuvent pas aller faire la surveillance parce que c'est pas bien fait, quoi. Et il n'y a pas les moyens. Les taxes sur le revenu des AMP liées au tourisme, il y a quelques exemples qui sont cités ici. Il y a peu d'AMP qui fonctionnent avec vraiment une quasi-indépendance grâce au tourisme, mais il y en a quand même quelques-unes qui en sont carrément proches. Bon, j'ai visité certaines de ces AMP il y a longtemps, mais en tout cas, Tobago Cays, à l'époque, c'était un exemple qui fonctionnait plutôt bien, avec des droits d'entrée, des droits pour les cruisers, les droits pour les photos, les droits pour les gens les vendors qui étaient sur place, les droits pour tout ça, etc. Et c'est mine de rien, ça faisait quand même pas mal d'argent, tout ça. Et c'était les rangers qui collectaient ça, c'était pas le ministère des douanes, enfin c'était pas le ministère des Finances via les douanes. Et donc du coup ça marchait, ça permettait de faire ça. Je pense que Coco Island aussi avait quelques trucs qui fonctionnaient bien. Et on a d'autres qui sont cités ici. Hein, Bonaire en Grande Caraïbe. Et voilà, donc bref, donc quelques exemples sont cités là, mais en fait, bon, la plupart des AMP n'ont pas de sécurité financière. L'information financière, quand on la demande, c'est un casse-tête. Pour arriver à rassembler ça, quand on discute avec le conservateur, on chope un mal de tête, tellement c'est mal organisé, mal fait, pas prévu, etc. Bref, ils pensent qu'on est venu contrôler ce truc-là, qu'on est auditeur et qu'on va leur mettre des peines de prison. C'est pas ça qu'on est venu faire, c'est juste de savoir, et vous auriez besoin de combien pour fonctionner, ils sont pas capables de le dire, etc. Bref, donc c'est vraiment un sujet où ils sont vraiment loin de ce qui devrait être, s'ils avaient été correctement formés pour ça, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en dehors du budget de l'État, ils peuvent aussi trouver des choses, mais encore faut-il savoir expliquer de quoi on a besoin et l'argumenter pour le présenter. C'est le but des plans d'affaires, bien sûr. Et donc, ils ont souvent un budget qui est basé sur ce qu'ils ont comme argent et point, quoi. Voilà. Et on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc, du coup, là, surtout, on va passer très vite sur cette diapo. C'est juste les principaux outils de financement des aires marines protégées que tous les bouquins qu'il y a actuellement sur la planète citent les uns, etc. Donc, là, on les a triés par catégorie avec qui c'est qui paye, qui c'est qui ça. Bref. Donc, il y a pas mal de choses là-dedans. Franchement, c'était pas l'objet de cet ouvrage de s'étendre là-dessus. Il y en a tellement d'autres qui le font dont c'est le sujet principal. Donc c'est dans le bouquin, hein, mais on va pas faire beaucoup de temps là-dessus. Voilà. Donc FEFEM a beaucoup aidé les fonds fiduciaires. Hein. Il y en a toute une série là dont les logos sont là et dans lequel le FEFEM est intervenu à plus ou moins longue échéance, mais en tout cas ça a été voilà, un succès
un succès, comme on peut dire, qui n'était pas gagné d'avance, c'est BioGuinée, parce que c'était vraiment le truc où le FFM avait mis quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros là-dedans, et il n'y avait jamais personne qui rajoutait de l'argent. 1 million en plus. Je me suis trompé. Et ça ne rentrait pas. Et apparemment, ce serait rentré récemment, et donc il serait en train de partir, etc. Bon, il y en a qui sont évidemment là-dedans beaucoup plus développés, et la FAPBM étant un des gros. Et je sais qu'en Amérique centrale, il y a des trucs gigantesques qui font baver d'envie tous les autres gestionnaires d'air protégés de la planète, quoi. Bon, les trust funds, c'est vraiment utile parce qu'effectivement, ça permet de couvrir des coûts récurrents. C'est une vision long terme. On n'est plus dans la mendicité tous les matins pour essayer de financer son AMP. Je parle évidemment toujours des pays en développement. Hein. Pour les pays du Nord, c'est assez différent. Voilà. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, sur les paiements pour services environnementaux, ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans certains pays, en particulier sur l'eau. Donc, quand on est sur des histoires de flotte avec des bassins versants, et donc les gens du bas payent les gens du haut pour qu'il y ait de l'eau avec des pratiques agricoles, de la qualité, etc. Ben ça, en général, ça fonctionne assez bien. L'Amérique du Sud est sans doute le territoire mondial dans lequel ça fonctionne le mieux. C'est ces histoires de paiement pour services environnementaux des gens qui consomment l'eau. Alors, l'heure est de plus, le carbone, etc. Bon, c'est des trucs qu'on voit tous passer sur nos bureaux. Je suis très, très dubitatif, moi. Alors, c'est une réflexion personnelle de Thierry Clément. C'est pas... Mais franchement, quand je vois sur le terrain comment les différents opérateurs qui s'intéressent de ces trucs-là et qui sont en compétition, là, tous les courtiers de crédit carbone, tous ces trucs-là, et qu'on voit que c'est les mêmes hectares qui est payé par l'un, qui est payé par l'autre, qui 5 ans après est mort parce qu'il n'était pas planté au bon endroit, etc. Bref, je suis assez dubitatif sur ce truc-là, et les méthodes de calcul de l'arrêt de plus qui disent que sans le projet, la pente aurait été comme ça, mais avec le projet, la pente, elle est comme ça. Donc on va vous payer la différence entre la première pente et la deuxième pente, etc. Franchement, ça me laisse assez perplexe. Voilà, je pense qu'il y a des solutions plus innovantes et plus claires avec les gens qui financent, en disant, tu veux donner un coup de main à la biodiversité? Ok, tu veux marquer ça dans ta pub? Très bien. Combien tu me dois? 10 millions de dollars. Parfait, c'est fait, c'est réglé. Mais allez vouloir mettre des méthodes sur lesquelles on calcule des choses, il y en a qui marchent, hein. C'est pas que ça marche pas, mais franchement, sur le terrain, quand vous êtes vraiment dans les pieds, dans le poteau-poteau, au milieu des mangroves, vous apercevez que c'est beaucoup plus flou. Quels sont les engagements des populations là-dessus? Quels sont les engagements des collectivités locales là-dessus? Quels sont les trucs sur le long terme, etc. C'est jamais dit aux gens, c'est très obscur, très, très obscur sur le terrain. Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'est la parenthèse Thierry Clément qui se termine. Et donc, brainstormons. Donc, du coup, sur ce sujet-là, vous voyez, il était très rapide, ce sujet-là. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir les réseaux pour qu'effectivement ils durent dans le temps? Bon, la vie des réseaux, alors on va citer personne aujourd'hui parce que ça serait gênant, mais bon, il y a 1 ou 2 réseaux qui fonctionnent pas bien en ce moment. Voilà, on va pas les citer, mais voilà, on sait qu'il y a 1 ou 2 réseaux actuellement qui fonctionnent pas bien, alors qu'ils ont fonctionné bien à un moment. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on peut aller de cette fameuse formation par les pairs, là, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle quand on forme des gens? Parce qu'à chaque fois que vous formez quelqu'un, évidemment, comme il est formé, il y a toujours quelqu'un qui cherche quelqu'un qui était exactement ce qu'il cherchait, donc il vous le prend. On avait formé un gars pour la MP, là, et tac, il est embarqué par une ONG ou par une boîte de n'importe quoi, une boîte d'agroalimentaire ou je sais pas trop quoi. Et donc vous avez, merde, j'avais formé mon gars, mais il est plus là. Voilà. Et ça recommence sans arrêt, cette histoire-là. Donc, du coup, parce qu'évidemment, les savoirs sont rares dans ces pays-là. Donc, dès que quelqu'un est bien, tac, le marché vient le chercher pour l'amener ailleurs. Quand ce n'est pas sa propre administration qui le change de lieu en le mettant loin de la mer, etc. Donc, ça, c'est un vrai sujet à discuter et ce n'est pas facile à trouver des solutions. Donc, pour les histoires de bien identifier les bons outils, etc., pour former les gens, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la formation des leaders en Afrique de l'Ouest qui avait été fait par ADEPA AFD, qui était vraiment bien. Les formations, alors je ne suis pas formateur, il m'arrive de donner des formations, mais je ne suis pas formateur, c'est un métier d'être formateur, mais bon, c'est pareil. Comment est-ce qu'on améliore cette efficacité de la formation? J'avais bien aimé toujours ce projet ADEPA où il y avait une obligation de restitution aux pairs après la formation.
sous le contrôle du projet. Ça, je trouvais que c'était pas mal, parce que les personnes apprenaient pendant une semaine, et après, pendant une journée, c'est eux qui devenaient formateurs de leur pairs. Et ça c'est un exercice déjà qui montre qu'on a déjà compris un certain nombre de choses pour être capable de les restituer et de former les autres. Ça permet de vérifier un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on encourage l'adoption des pratiques soutenables? Bon, on a parlé de ça à tellement de sujets dans tous nos diapos depuis ce matin, donc je ne vous fatigue pas avec ça. Là, on aura quelques témoignages sur la durabilité financière. Bon, il y a quand même beaucoup de l'AMP qui court après ce Graal qu'on n'arrive jamais à atteindre, mais il y a quand même vraiment qui sont pauvres, quoi. C'est-à-dire que la surveillance n'est pas assurée, les tenues des agents ne sont pas assurées, les voitures sont cassées, les machins. Enfin, ouais, il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus, quoi. Et surtout aussi de faire que les gestionnaires eux-mêmes soient conscients de ça. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait que leurs ordinateurs sont vides de données sur ça. Ils n'ont même pas imaginé qu'on pourrait un jour leur parler de ça, parce que pour eux, c'est le niveau central qui parle de ça, c'est pas eux. Et donc, ils sont rarement capables d'argumenter en disant, mais pour faire tourner mon AMP, il me faudrait tant par an. Ça, c'est le scénario A. Si vraiment je me concentre sur les priorités absolues, c'est le scénario B, il me faudrait tant, etc. Ça, vous en trouvez pratiquement aucun qui soit capable de vous sortir ça, c'est très rare. Voilà. Donc ça, c'était pour la question de la durabilité. Donc on avait un témoignage qui était prévu avec David sur, au moins, hein, il y en a d'autres qui peuvent parler, hein, sur la finance durable. Ils sont un peu comme l'ont fait les gens de ce matin, quoi, a cappella et sur le truc, dans la langue que tu préfères. Den gas, ja. Sotra Betsika. Okay, you can't translate that. Je fais en français, hein? Oui. Donc, donc pour moi, je crois que vous avez bien résumé pas mal des questions. Donc, j'aimerais commencer avec quelques grands points. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune solution simple pour le finance durable. Il faut toujours un mélange des solutions. Même s'il y a une situation avec un bon financement du gouvernement, qui est quand même essentiel de base. Donc, vous avez remarqué que les pays en voie de développement, ils n'ont pas assez d'argent, mais quand même, c'est leur responsabilité d'assurer le bien-être de leur population, qui est complètement lié avec le bien-être de la nature. Tous les services écologiques, c'est la responsabilité du gouvernement. Toutes les réglementations, tout ça qui assure la bonne gestion, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc, il faut toujours commencer là. Mais autre que ça, on ne peut pas compter sur le gouvernement, on sait très bien. Il y a quand même pas mal des sites qui comptent beaucoup sur le tourisme, mais on ne peut pas compter sur le tourisme. Ça, on a aussi bien perçu avec Covid et tout ça. Donc, il faut toujours un mélange de sources de financement. Deuxième point de réflexion, c'est que la durabilité finance, c'est pas juste comment est-ce que je peux avoir assez d'argent. C'est comment est-ce que je peux utiliser tous les outils de finance pour mieux gérer mon site. Et dans ce cas-là, on a parlé des pressions. Comment aligner les intérêts des acteurs privés, du gouvernement, des sources de financement, tout le monde, pour que les coûts de gestion soient minimaux. Ça, c'est aussi une approche que on ne pense pas beaucoup sur. Donc, par exemple, quand nous, on essaie d'appuyer les plans d'affaires de sites qui est quand même assez important, on utilise 4 filtres. Le premier, c'est comment est-ce que je peux utiliser l'argent, les sources de financement que j'ai plus efficacement. Donc, question de cost effectiveness, ça c'est le premier. Deuxième, c'est comment est-ce que je peux réduire les pressions sur le site, parce que là, c'est aussi, deux fois, c'est le plus
efficace point de vue financièrement. C'est pas toujours de faire plus de patrol, tout ça, mais de comprendre pourquoi est-ce que j'ai des pressions. Et engager les partenaires qui peuvent... Ça, c'est le troisième, c'est quels sont les partenaires qui ont le même intérêt de nous et comment on peut mieux utiliser. Si c'est la surveillance, peut-être c'est le gouvernement, le Navy, je ne sais pas comment on dit ça en... Le marine, oui. Comment on peut utiliser leurs services mieux, c'est pas cher, c'est le gouvernement qui fait ça quand même, protéger la côte, choses comme ça. Tourisme, secteur pêche de fois. Et c'est le quatrième, c'est comment je peux augmenter l'argent disponible pour mes besoins. Et donc, c'est un peu ces réflexions, il faut être vraiment large quand on pense à comment assurer la durabilité financière. Parce que si on pense seulement à ce que j'ai assez d'argent, c'est vraiment limité, c'est pas assez. Et donc, dernière chose que aussi vous avez mentionné, la FFIM donne beaucoup d'appui au trust fund. Donc, je crois que les fonds fiduciaires, les fonds environnementaux sont essentiels comme une institution d'appui financier et pour partenaires dans la réflexion de tout la gestion à long terme. Et ce n'est pas juste les endowments, comment on dit, endowments, fonds de dotation, merci. Ce n'est pas juste ça, c'est toutes les capacités de fonds fiduciaires comme institution pour gérer l'argent, pour faire venir l'argent, pour assurer que ça soit mis dans la meilleure direction et pour aussi transférer les grosses sommes d'argent des grands bailleurs et pour distribuer petit à petit aux besoins. Parce que là, c'est aussi impossible pour les grands bailleurs de financer les projets de 50 000 ou 100 000, choses comme ça. Donc, les fonds fiduciaires jouent un rôle très important comme catalyste aussi dans les innovations et choses comme ça. Donc, j'arrête là. Merci. Merci, David. Qui veut intervenir sur ces histoires de financement? Quelqu'un d'autre? Un autre témoignage? Karine? Oui, alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est sûr qu'il ne faut pas déjà penser qu'au financement qu'on a tout le temps de façon classique. Nous, la difficulté, c'est que parfois, il faut aussi savoir qu'il existe certaines sources de financement qu'on ne connaît pas. Il y a certaines sources de financement, nous, comme on est en pays développé, on ne peut pas avoir accès, mais il y a plein de sources de financement, des fois, on n'est pas au courant que ça existe. Donc, des fois, on peut perdre des sources comme ça. Donc, il faudrait aussi... c'est ce que nous, on a demandé en France. On doit mettre en place si on le veut, des agences régionales pour la biodiversité. Et nous, à La Réunion, c'est ce qu'on a demandé. On a demandé que cette agence s'occupe de ça, notamment de faire de la veille pour des sources de financement, parce que c'est un des manques que l'on a. Et ensuite, c'est quelque chose aussi, des fois, on n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais il faut aussi qu'on aille vers le privé, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont aussi envie d'investir. Après, bon, voilà. Il faut faire attention parce que nous, par exemple, on avait un gros problème sur les plages avec les mégots de cigarettes. Et nous, il y a Philippe Maurice qui voulait financer. Donc bon, voilà, pour certaines sociétés, on se pose des questions, on est là, bon, voilà, on n'est pas toujours à l'aise. Et ensuite, je voudrais juste donner un petit mot sur les réseaux d'AMP parce que c'est vachement important. Comme tu l'as dit, hein, certains réseaux fonctionnent mieux que d'autres. Mais la clé centrale, c'est l'animation. Il faut quelqu'un pour animer les réseaux. Et on l'a vu aussi, ça je peux en parler, du réseau Océan Indien, GCRMN, notamment Coral Reef Monitoring Network, qui a complètement coulé parce que faute d'animation. Un réseau, il faut être animé. Et après, nous, moi, pour être dans le forum des aires marines protégées françaises et dans celui de l'Océan Indien, je crois aussi qu'il faut... travailler autrement, réfléchir autrement aussi pour que ça fonctionne mieux. Nous, par exemple, on est en train d'essayer dans l'océan Indien de faire des formations et beaucoup de formations sont en anglais
Et certains pays, pour certains membres de gestionnaires d'aires marines protégées, ils ne parlent pas anglais. Donc c'est pas du tout utile. Donc nous, on est en train de travailler tout simplement à ce qu'il y ait des traductions. Et par exemple, il y a la certification WIO Compass qui est fait avec WIAMSA, qui permet d'avoir des certifications pour les agents des aires marines protégées. Et nous, l'idée, c'est que ceux qui parlent un peu anglais, je suis pas bilingue, mais loin de là, mais que nous, on soit formés pour qu'après, nous, on puisse former en français les autres. C'est s'aider, en fait. Et un autre élément, je terminerai juste là-dessus, ce qui est important aussi entre AMP, en tout cas dans les zones, c'est qu'on s'aide, en fait. Qu'on s'aide. Nous, par exemple, on a des moyens plus importants, on va aider ceux qui en ont moins. Par exemple, nous, on avait des palmes, des masques, des tubas qu'on récupérait avec les prises illégales des braconniers. Et on en a donné aux Comores. Enfin, voilà, c'est des choses à faire ensemble, mais aussi au niveau du monitoring. On peut s'aider. Voilà, tel pays n'a pas les moyens de faire son monitoring sur plein de stations. Nous, on est plongeurs professionnels. En plus, on sait faire le monitoring. On va aller aider les collègues du pays. Voilà, je pense qu'il faut qu'on pense aussi différemment parce qu'on ne peut pas toujours attendre de l'argent ni des facilités. Il faut aussi qu'on pense différemment et à s'aider les uns les autres. Voilà. Autre témoignage sur cette histoire de durabilité des AMP, qui n'est pas que financière, comme dit David. Non. On passe à la conclusion. Ah, la Jamaïque fait la parole. Yes. So I'm Karen McDonald-Gale, and I am with the Caribbean Biodiversity Fund. And most of this has been learning for me. I am not an MPA manager, and we have not been working yet. We are just starting to work directly with MPAs, but we do know about sustainable financing. I think there are two words I wanted to that I've been thinking about for today. One is rationalization, and that's in two respects. One, something David mentioned. For the context in the Caribbean, the insular Caribbean, we are small islands, and I had a look, and for example, St. Lucia has 24 marine protected areas, marine managed areas to be technically correct. So the one island of St. Lucia has 24 marine managed areas with I don't know how many marine protected area managers, trying to figure out each of those sites, doing management, and then trying to figure out sustainable financing for each of what is now 24 sites. So the idea for me of MPA management rationalization is something I didn't see mentioned a lot. Are we at the right number of sites? How do you rationalize that, in particular in small island states and small island developing states? But it also comes to mind for this discussion because we have developed in the countries, in the islands, national conservation trust funds, which are designed, again, to kind of be ambassadors and hubs for financial management of conservation themes, topics in the countries that we are working in the islands that we're working in. So the idea of a new trust fund or a new trust fund being developed for each new idea and each new marine protected area is something we're hoping that we have given an option to by creating one national conservation trust fund, that we are using all the regular practice standards, all the language, all the best knowledge that we know about conservation trust funds, so that there is some rationalization of what happens in a small island developing state in terms of conservation finance. So we've been thinking and working through some of those, and that's the idea that we have for sustainable financing. The other word that comes to mind is that I think is underlying in a lot of what you said, but not mentioned, is locally owned and managed. So I think it's there, but not there. You need to outrightly say that this needs to be run by the people in the areas. And I think that's something to be thought about. That also goes for sustainable financing, because while I don't have any examples yet, my target audience are local players and those that have direct contact for the long-term financing. The ideas and the projects, we are going to the regular donors and funders, but to me, the ones who will want to see something continue long-term
are our diaspora members, are the people who are on the beach every day anyway. And those we have to figure out mechanisms that are nimble enough to work with those kinds of players. And I think those will be the longer term type of sustainable financing. Merci beaucoup. C'est vrai que la Caraïbe est quand même une région dans le monde assez particulière sur la relation entre les aires protégées et la finance privée qu'il y a autour, qu'on retrouve plus difficilement ailleurs. Voilà. Mais merci du témoignage. Oui. Oui. Bonjour. Malik de Nouvelle-Calédonie, vous voulez parler ? Ok, merci Malik. Je vais laisser la parole à Constance sur la posture du FEFEM sur ça. On connaît bien votre région, hein. On a beaucoup travaillé avec la province Nord, en particulier sur les histoires de fonds fiduciaires, hein, et on connaît bien une partie de vos aires protégées. Voilà. J'ai personnellement vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, donc je vois de quoi il s'agit. La question du FEFEM et des territoires d'outre-mer, je passe la parole à Constance, parce qu'en fait, je connaissais les règles, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, mais c'est vrai que l'intervention du FEFEM dans les territoires français a des limites structurelles, et je préfère que ce soit elle qui l'explique. C'est un peu le piège. Bonjour Malik. Je pense qu'il y a de l'information sur le site du FEFEM, hein, sur comment travailler avec le FEFEM. Notamment, on a posté notre nouvelle stratégie et les critères d'éligibilité sont développés là. Alors, ce que je peux dire, mais à vérifier, c'est que on peut financer à hauteur de 25% de ce qu'on finance. Par exemple, si la Martinique ou la Guadeloupe veut profiter d'un projet soutenu par le FEFEM, il faut que notre projet soit à visée régionale et que la Martinique et la Guadeloupe soient inclus dans un programme ou un projet qui est plus tourné vers les pays en développement et notamment la Caraïbe en l'occurrence. C'est un peu ce qu'on fait avec Karen qui s'est exprimée tout à l'heure sur le Caribbean Biodiversity Fund, où on va avoir la Martinique et la Guadeloupe bénéficiaires des formations qui font partie d'une des composantes du projet, éventuellement qui pourront être associées à certaines activités du projet, mais on ne peut pas, nous, FEFEM, déborder de ces, premièrement, 25% dirigés vers un territoire d'outre-mer et un objectif clairement régional quand on travaille avec un territoire d'outre-mer. Après, on a quand même, je pense que, Karine, tu peux témoigner, sur la Réunion, il y a des projets FEFEM malgré tout, et pourtant, a priori, c'est français. Donc ça peut se faire, mais de façon plus ouverte. En fait, il y en a en Nouvelle-Calédonie aussi deux célèbres, hein. Il y a eu le CRISP à l'époque, qui était un peu ancien, certes, mais qui a associé Nouvelle-Calédonie
et Polynésie française à une dizaine de territoires du Pacifique. Et ensuite, il y a eu Rescue, qui a démarré autour de 2013, dans lequel il y avait une association avec Fidji, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Donc il y avait effectivement quatre territoires, dont deux territoires français qui étaient dans les financements. Mais des financements purs Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr que le FEFEM, c'est pas son rôle. Après, je veux revenir sur la question des appels à projets. Alors, il y a deux choses. Côté FEFEM, on appuie des projets standards. Le cycle d'instruction prend 1 an environ entre l'identification et la signature de la convention. C'est des projets qui sont entre 400 000 et 3 millions d'euros. Et ça, c'est des projets cofinancés avec d'autres bailleurs, entre 30 et 50% pour le FEFEM. Mais on a aussi ce qu'on appelle les programmes de petites initiatives ou les appels à petits projets. Donc il y a des programmes de petites initiatives qui se transforment en appels à projets réguliers, que ça soit en Afrique de l'Ouest ou dans différentes régions du monde. Ça peut être à travers des trust funds, c'est le cas avec le Marfoun qui lance des appels à projets chaque année qui sont destinés à des ONG ou des bénéficiaires selon une procédure d'appel à projet très rodée maintenant, avec un manuel de procédure, et ensuite ça aboutit à des conventions entre le trust fund et le bénéficiaire. Ça, c'est encore un autre système, mais ce que je souscris complètement, que c'est chronophage, que la gestion... que pour vous, pour répondre à un appel à projet, c'est chronophage, et qu'en plus, il y a besoin d'un accompagnement. Donc, si j'avais à capitaliser sur tout ce qu'on a fait comme appui à des appels à petits projets, je dirais qu'il faut, quand il y a un programme ou un projet qui met en place ce genre de système, et c'est bien parce que ça permet d'associer la société civile et de mobiliser des petits montants, et avec des petits montants, on fait des trucs super, comme cette histoire de menus avec des poissons invasifs en Méditerranée. Mais pour ça, il faut savoir que c'est une coordination à temps plein en amont de la personne qui est responsable non seulement du lancement, de l'appel à projet, des signatures de conventions, mais surtout du coaching et du suivi de la petite ONG qui se met en place et qui grandit grâce à ce fonds. Voilà, c'était une petite incise, mais je pense que Maria Rosé a aussi l'expérience des appels à projets, Small Grant Program, à travers un trust fund, pourra témoigner du temps que ça prend et de la nécessité d'une bonne transparence et gouvernance autour de ce genre de programme. Non, ok. Tu voulais dire quelque chose? Non. We were discussing about small grant program, explaining that it can come from trust funds, but governance, transparency, simplification of procedure. Moi, j'avais une question pour les spécialistes justement des fonds. Le peu que j'ai compris, c'est que les fonds, c'est une grosse machine. I'll speak English because it maybe will interest you as well. I know nothing about funds, trust funds. What I hear, it seems takes a bit of time to create one, and it seems to be quite complicated. Let's say I will take a concrete example. As we have in the GNC, we actually have we're thinking how to clearly encourage the settlement of buoys in many countries where they need to stop the impact of anchoring. That requires millions of euros. It's easy, it's understandable, the project. We need money to find investment. So far, we can find private companies who are ready to how do you call that, to set compensate or to volunteer pay for blue carbon or something like that. And I don't know what are the different options, creating a fund, using existing funds, or maybe do we have like intermediate structure or to do something flexible and easy. The thing is, it seems like it takes time, a lot of time with a lot of rules, which is normal to be sure. It's ethical, but I just wonder what is, because now we were talking about the tools, and more talking about needs and what is the most efficient way to go quickly to get in 5 years the money you need for that. And is it funding, trust fund, the only solution, or do we have potentially over
things. You said there is a mixture of different solutions. So you got the money from the government. Let's say some countries won't have this money. The government, it's not an issue. I mean, they don't want to put the money on it. So the only way is, or you find, if it's in European countries, money from Europe, but sometimes in southern countries not possible. So it's only from private companies that voluntarily want to help. Can it work, or do we need to find something different? So it's mostly for you guys, this question. Thank you. Regarding funds, I think that if you have a pot of money, right, that can be managed as a fund, that can be invested or even used down, and you need a financial mechanism to do it, you don't necessarily have to create one. If there is one that is already created, very possibly that fund can do that administration for you, right? Funds can create sub-accounts based on your needs. And of course, the fund has to make sure it's transparently managed, et cetera, all of that. But you don't necessarily have to have a new fund. So if there is a trust fund nearby, that can be a good solution for managing the funds. And you just, you take care of the project. But somebody else can take care of the funding, and you don't need to create one, because it does take time, and there's a cost to getting it started and operating. The CFA is in the process of setting up a kind of pooled fund structure that would facilitate that kind of solution, right? But I think your question was also, what are the range of finance mechanisms that you can use? When we were working with the UNDP's Biodiversity Finance Initiative, BioFin, we identified over 160 different finance mechanisms, and that's not even complete. So, there's probably well over 200. But for marine protected areas, there's a much more limited set. So you have, government, as I mentioned before, a lot of site-based revenues, but for that you need to have something you can charge for, or in France, as Karine was saying, it's hard to ask people to pay for visiting nature, but then maybe you can get them to pay for services, whether it's camping sites or diving or something that they are willing to pay for. So site-based revenues for marine protected areas can be a significant source of funding, and should be. They're also a good counterbalance to government funding, and then of course grants. That's the obvious major source of funding that people. But donor funding on average is only about 15% of the financial needs. So that just is an example. Maybe a grant will fund you a project for 3 years or 3 to 5 years, but you can't rely on that for long-term funding, right? So, and then we talked about you mentioned REDD+ and carbon finance. So blue carbon right now is a big interest of investors. There's challenges with that. I think that's what you were saying. But it's definitely interesting to explore, depending on if you have a mangrove area that you can restore. This is an opportunity. There's obvious benefits from mangroves for restoration in general. There's some interesting innovative approaches. The country of Palau put in place effectively a green tax. So anyone coming into the country had to pay basically $100 on top of their airline ticket. $30 of that went to environmental needs, half of which was for wastewater treatment. So $15 out of that went to finance wastewater treatment for a country where everything's an atoll. It's very important. $15 went to the protected area network, so to fund protected areas. So that's quite innovative. Belize has had a kind of entrance fee like that for years, funding the protected areas. And then more recently, there's been these debt conversions, which have been quite interesting. A lot of countries right now are debt stressed. They are having trouble servicing their
sovereign debt. And the Nature Conservancy, TNC, negotiated a really interesting private debt conversion. So they got the private sector to buy debt at a discounted rate, but under better terms than the previous debt that Belize had to offer. That was facilitated by donors. So this is, again, something that the French government could support, taking some risk away from the private sector to get them to invest. And then there's a lot of private financial institutions and investors are looking for opportunities to invest in nature positive outcomes. This is an opportunity and a challenge. The challenge being that the private sector, they want returns. They want their money back plus a return. And a lot of the projects that protected areas may have can produce a return, but then now if you're borrowing from the private sector, you have to give them the returns. You don't get to keep that, So there's challenges there. And then one last thing, which is something we should all be paying attention to, is a thing called biodiversity credits or nature credits. This is a new concept. You had said, why try to figure out a carbon benefit if someone's just willing to pay for nature? So that's what this is. It's saying these are documented, verified nature outcomes, and people may be willing to pay for that. It's still being developed early stage, but there's so much interest in this right now, and this will happen. Yeah. Sorry. I know. Okay. You can continue bilaterally after, because bon, on est au bout du temps, on va arriver sur la conclusion. Donc merci de tous ces commentaires effectivement sur la finance. Juste pour ton information, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis là-dessus qu'on trouve en ligne. En particulier, Medpan en a sorti un sur la finance des aires marines protégées, etc. Voilà. Oui. Voilà, tout à fait. Donc c'est très documenté. C'est pour ça que notre ouvrage n'a pas beaucoup documenté ça, parce qu'il y avait vraiment beaucoup mieux sur le marché. On n'a pas voulu que... Alors, on ne pouvait pas contourner ce chapitre, bien sûr, mais on avait fait un chapitre volontairement très court. Voilà. Donc, du coup, cette petite oiseau des Seychelles, c'est une petite sterne des Seychelles, jolie comme tout, qui va nous amener à la conclusion. C'était sur l'île aride. Voilà. Donc, en gros, dans les conclusions, c'est qu'on a une part d'aires protégées marines qui ont des parts. On sort avec Catherine de l'écriture de l'état des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest. Et déjà, arriver à avoir les surfaces des aires protégées, c'est une chose. Avoir arrivé leur surface terrestre et leur surface marine, là, ça devient un cauchemar. Et donc, du coup, arriver à documenter ça avec des vrais chiffres, c'est terrible. Enfin, en gros... Aichi, on avait 10%, et maintenant on en a récupéré 30%. Donc on était déjà complètement sous l'eau, c'est sans jeu de mots, mais là vraiment on est noyé complètement. Il nous en manque beaucoup. Voilà, beaucoup de ces aires protégées sont très mal gérées. Je vais reprendre l'exemple de Madame sur Sainte-Lucie. J'étais passé à Sainte-Lucie il y a quelques années, travailler sur deux aires protégées qui étaient financées par le FEFEM, et il y en avait une, je ne l'avais jamais trouvée tellement elle n'existait pas. C'est Point de Sable, elle s'appelle Point de Sable. Et donc j'avais fait la Rose des Vents, et la Rose des Vents, il y avait juste un trait, texte créant l'AMP, oui, et tous les autres critères étaient à 0. Donc c'était une Rose des Vents avec un trait. Voilà. Donc elle existait sur le papier, les fameux paper MPAs, voilà. Donc du coup, le FEFEM s'est intéressé évidemment à ça depuis longtemps et a travaillé sur tous ces sujets-là, et donc a souhaité cette capitalisation, donc avec ce fameux ouvrage qui existe, je le rappelle, en français, en anglais, en espagnol, en ligne, et pour les francophones, il y en a là qui peuvent prendre. Voilà. Et donc du coup, avec Catherine, on s'est attelé à ce travail. On avait déjà écrit un livre ensemble en 2010, et là, on a recommencer en 2021, toujours sur le même principe de capitaliser sur les projets qui existaient. Voilà. Donc du coup, je refais très vite le passage, mais bon, tout le monde est fatigué, donc je vais faire vite. Donc on a traité donc de la connaissance et des suivis.
Et donc, en gros, bon, la connaissance, ça aide à identifier les zones à haute valeur écologique. On a peu cité ce terme dans notre présentation, mais c'est important. Donc, on a aussi des choses intéressantes sur la connaissance, et en particulier sur les réseaux de surveillance. Là. Il y a des personnes qui sont parties, mais c'est dommage, il y a des exemples qui les concernaient. Mais il y a tellement de travail qui reste à faire. Ça va être ma super conclusion d'après, là, parce qu'il y a une diapo qui n'existe pas, mais que je vais faire. Donc, du coup, on s'aperçoit que dès qu'on soulève un peu le coin du tapis, on s'aperçoit de l'immensité de notre ignorance. Donc, du coup, il y a beaucoup de boulot à faire dans la connaissance. Et alors, au début, c'était les écolos qui regardaient les poissons, les coquillages, les invertébrés. Maintenant, en plus, il faut connaître les gens. Donc, du coup, maintenant, il faut passer sur les sociologie, anthropologie, économie, etc. Donc, du coup, tout ça, c'est des choses qui font partie des choses qu'il faut connaître pour bien gérer et qui sont, il faut bien l'avouer, pas si bien documentées que ça aujourd'hui. Voilà. Donc même si tout le monde fait son possible pour bien travailler, hein, on n'a pas vu de gens qui étaient malhonnêtes intellectuellement, mais juste, ils n'ont pas forcément les savoir-faire, ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas forcément les idées, etc. Mais il y a quand même pas mal d'outils innovants, et on rappelle avec Catherine là que trop se perdent, trop sont réinventés régulièrement, alors qu'effectivement ce matériau existe. Voilà. Sur la création et la gestion durable, évidemment, créer des aires marines protégées. Donc, je reprends toujours l'exemple de Sainte-Lucie. 24 aires marines protégées à Sainte-Lucie, c'est juste du délire. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi, dans une petite île comme ça. Donc, c'est juste que une fois qu'elles sont créées, c'est là que ça commence, en fait. Et donc, du coup, il faut trouver des équipes de gestion, des finances, des machins, des trucs, etc., des règles, se mettre d'accord avec tout le monde, et c'est très compliqué. Voilà, donc le FFM a aidé à mettre tout en place, ces plans de gestion, les business plans, tout un tas d'actions innovantes qu'on a évoquées tout au long de notre présentation, et j'y reviens pas dessus. La surveillance, elle est fondamentale, et sont arrivées là-dedans les communautés. Alors c'est moins vrai pour les pays du Nord, mais pour les pays du Sud, impliquer les communautés dans la surveillance, ça a un vrai rôle, parce que c'est eux qui habitent les villages, c'est eux qui habitent au fond des Bollons, c'est eux qui habitent au fin fond de tout ça, et le campement des gardes, il est à un ou deux endroits, mais il n'est jamais sur la totalité de la zone. Donc si on n'a pas les populations, on ne peut pas surveiller. D'accord. Donc du coup, sur ces histoires de gestion, c'est comment est-ce qu'on prépare une sortie de projet, hein, comment est-ce qu'on peut convaincre les partenaires de financer plus longtemps, mais heureusement, Constance nous a apporté la réponse, donc le FFM va financer maintenant décidément plus longtemps. Voilà. Donc sur le développement économique, il faut vraiment... les pêcheurs sont les acteurs centraux de 95% des AMP. Ce n'est pas forcément vrai sur 100%. Il peut y avoir quelques AMP rares, mais il y a des AMP, par exemple, les récifs d'Entrecasteaux en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un récif sur lequel les pêcheurs sont vraiment un sujet. C'est inhabité, c'est machin. Ouais, mais c'est très rare. La plupart du temps, ils sont vraiment très importants, et donc il faut qu'ils soient au cœur des décisions du comité de pilotage, etc., enfin du comité de gestion, etc. Voilà. On peut aussi avoir à terre beaucoup d'activités qui peuvent se développer, parce que beaucoup des AMP, pratiquement toutes celles qu'on a dans notre échantillon, ont des parties à terre, parfois très très grandes. Donc il faut aussi s'occuper de ces gens-là, quoi. Voilà. Donc, et après, bon, l'idée, là, les family run businesses, c'est une idée qui me tient un petit peu à cœur aussi, parce qu'on a beaucoup aidé les communautés sur les aspects économiques. Et je reviens beaucoup sur ce sujet-là, parce que autant gérer les écoles, les dispensaires, la place du village, les routes, ça se fait avec les communautés, autant gérer des business avec des communautés, il y a beaucoup d'échecs. Donc il faut arriver. Le business, c'est une affaire privée. Alors on peut faire un jardin communautaire, hein, mais chacun des carrés dans le jardin, il faut qu'il appartienne à la maman, et c'est elle qui plante, c'est elle qui vend, et elle se débrouille, elle n'a pas besoin d'une coopérative pour ça, etc., parce qu'il y a beaucoup d'échecs là-dessus, parce que le business reste une affaire privée. Voilà. Et donc c'est important de sortir un peu de la tête cette idée que les communautés vont tout résoudre. Ça marche en fait très mal. Voilà. Donc du coup, on peut essayer donc de regarder comment est-ce qu'on peut arriver
à travailler avec des industries qui existent déjà sur le territoire. Donc on a sur Cobab, par exemple, au nord Madagascar, on a fait un appel à projet et on travaille sur la riziculture, sur les pêches, sur les fruits et légumes, sur un certain nombre de filières, le miel, sur un certain nombre de filières qui existaient déjà avant nous. Et on leur a dit, bon, on lance un appel à projet, qu'est-ce qui vous manque pour faire mieux, pour vous développer correctement, trouver des marchés à l'export, etc. Et donc on leur a financé ça. Mais tous existaient déjà. Donc, les pêcheurs migrants, j'ai pas de réponse. Donc, l'idée de la durabilité des secteurs économiques, bon, j'ai dit l'essentiel en disant ce que je viens de dire. Bon, là, on a des femmes qui transforment des pommes de cajou pour faire de la graine pour faire des couscous, les poissons qui sèchent, etc. Donc, alors, la résilience des bords de mer et de nos côtes, bon, avec toute l'inconnu que le changement climatique ajoute à tout ça, c'est un vrai problème. Donc, l'idée, les idées, en gros, c'est ne pas oublier les bassins versants. Parce que ça soit inclus ou que ce ne soit pas inclus, ils vont se rappeler à nous. Et donc, du coup, il faut aller parler avec ces gens-là. Et donc, du coup, aller parler avec plein d'autres gens, quoi, plein d'autres administrations, plein d'autres parties prenantes. Voilà. Et donc, les solutions fondées sur la nature, bon, bah, évidemment, on le faisait déjà depuis des millénaires. Tout d'un coup, l'idée nous est revenue lumineuse. Ah, mais si on faisait des solutions fondées pour la nature. Il y a des gens dont c'est le métier depuis toujours. Bon, maintenant, ça porte un nom. Voilà. Donc, du coup, revenons aux choses simples. La nature, effectivement, fait bien son travail quand on l'encadre correctement et qu'on fait ce qu'il faut. Par exemple, travailler sur les flux hydrauliques des mangroves pour s'éviter un reboisement incertain et qui demande beaucoup de travail. Voilà. Bon, le FEFEM, donc, il a travaillé sur le transfert des savoir-faire, la formation des pairs, etc. Il a financé divers trust funds, il a supporté des histoires, il a financé des choses sur les paiements pour services environnementaux, la finance carbone, la RED+, etc. Voilà. Et aussi sur les politiques, parce que finalement, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les dossiers FEFEM aussi, d'essayer d'avoir une petite activité dans les projets qui peut faire avancer le cadre réglementaire. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut, dans les questions pour le futur, arriver à conserver des équipes dans les aires protégées? Toujours pareil, hein, on parle plutôt des pays du Sud. Hein, on a une audience là qui est plutôt du Nord, mais on parle des pays du Sud. Donc les savoirs sont rares, les savoir-faire sont rares. Et donc du coup, on a toujours ce problème que quand quelqu'un est bien à une place, quelqu'un vient vous le piquer. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire payer ces services écosystémiques, donc la biodiversité, par exemple, on disait tout à l'instant avec David, quoi. Est-ce que plutôt que d'aller faire des mécanismes super complexes, c'est qu'il n'y a pas des gens qui veulent donner du pognon pour sauver la biodiversité, quoi, sans forcément avoir des instruments de mesure derrière trop sophistiqués qui, en général, prouvent pas tant de choses que ça. Est-ce qu'on peut arriver à rediriger des fonds, des grandes exploitations? Alors le cas est très frappant en ce moment sur la côte ouest d'Afrique, où effectivement il n'y a en gros aucun gouvernement qui s'est démerdé dans les relations avec les pétroliers à arriver à rediriger une partie, comme on fait par exemple l'exemple qu'a donné Constance sur les droits de pêche de l'Union européenne sur la côte ouest d'Afrique. Franchement, il va s'exploiter du pétrole et du gaz en pagaille. Putain, c'était pas très compliqué de détourner 0,0005% de quelque chose là-dedans pour aller faire tourner les aires marines protégées qui n'arrivent pas à trouver de pognon. C'était pas surhumain, c'était pas très compliqué. Ça, c'est pas géré pour l'instant. C'est très, très dommage. C'est une des conclusions de l'état des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest sur lesquelles on a travaillé avec Catherine et Francis Taube. Voilà. Alors, du coup, oui, effectivement, le monde qui change, c'était une de mes conclusions que j'ai après, c'est un sacré problème, parce qu'on n'est déjà pas très doué avec un monde qui ne changeait pas, et maintenant qu'il change en plus, ça ne facilite pas les choses, quoi. Donc, du coup, le FEFEM, il peut poursuivre son travail, puisqu'il est fait pour financer l'innovation. Le FEFEM n'est pas un bailleur habituel, ce n'est pas un bailleur qui paye des projets, c'est un bailleur qui paye des projets innovants pour que d'autres ensuite viennent multiplier ces projets et fassent le passage à l'échelle. C'est le rôle même du FEFEM. Donc du coup, bien sûr qu'il peut financer des choses utiles et qui vont perdurer. Mais l'idée, c'est que c'est un laboratoire d'idées et qu'il est là pour ça. Voilà. Et donc en fait,
Moi, mes conclusions, c'est d'abord, je voudrais vous remercier tous, parce que d'abord de votre patience, parce que je suis très étonné que la salle soit encore relativement pleine après toutes ces heures de speech. Donc, vraiment, merci. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris de vos interventions. Là, il faut savoir que le livre contient évidemment beaucoup plus de choses que ça. Donc, il est en 3 langues. Vous pourrez le télécharger. Donc, ça, c'est pas un problème. Moi, les questions qui me paraissent importantes, plutôt que de résumer tout ce que vous avez dit, parce que c'est juste impossible et tout le monde est fatigué. Donc, c'est de faire remonter le truc d'un cran. C'est comment est-ce qu'on va arriver à financer 30% d'aires protégées dans le monde alors qu'on n'arrive déjà pas à financer 10%? Donc c'est un sacré challenge, ça. Hein, voilà. Donc c'est des sujets comme ça qui percutent. Comment est-ce qu'on va arriver à connaître l'évolution de tous ces milieux avec le changement climatique, alors qu'on ne sait même pas le faire aujourd'hui sans trop de changement climatique, même s'il commence à pousser un peu le pied dans la porte, quoi. Donc c'est un nouveau challenge. Comment est-ce qu'on va arriver à avoir des gouvernances d'aires protégées dans le sud, et on sait qu'elles sont souvent imparfaites, chaotiques. Alors il y a quelques beaux exemples que je vous ai cités, Caillard ou autres, etc. Mais bon, il y a aussi plein d'aires protégées où ça fonctionne pas bien, quoi. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va arriver à faire ça alors que c'est déjà chaotique? Donc est-ce qu'on a une baguette magique pour faire que tous les comités de gestion de la planète deviennent vertueux, honnêtes, etc., etc. Ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai envie de proposer, moi, en guise de conclusion, de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut, au lieu de faire du top-down, commençons par le bottom-up, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous en train de bosser sur les aires protégées, chacun la sienne, nous, des fois plusieurs, pour ceux qui sont transversaux, d'autres attachés à une. Et on peut déjà faire bien sur sa propre aire protégée, quoi. Et donc, aide-toi, le ciel t'aidera. En gros, commençons déjà par faire ce qu'on peut faire au niveau de notre propre aire protégée. Ce petit ouvrage contient pas mal d'informations qui peuvent être utiles pour dire, bah, tiens, il y a un tel sur la planète qui fait ça, je ne savais pas, je vais peut-être le contacter, ça vaut le coup que je parle avec lui. Mais voilà. Mais donc, en tout cas, c'est ma conclusion. Je ne sais pas si, Constance, tu veux rajouter un mot en tant que bailleur de la séance. Mais pour moi, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Thierry et Catherine avant toute chose. Merci à vous d'être venus et surtout restés et d'avoir contribué à cette ongoing capitalisation. Et si le FEFEM a été présenté, c'est bien sûr pas pour se vanter, c'est vraiment pour partager notre expérience. Et je pense avoir une expérience élargie avec chacun qui pense avec son propre regard sur les choses. Donc encore merci beaucoup. Et je voudrais en profiter pour remercier le fantôme de l'interprète qui a fait tout le boulot depuis le début, Jean Chabreau, qui a quand même travaillé. Alors, il avait plein de questions à vous poser qu'il n'a pas pu poser parce qu'il était chargé de vous traduire, mais il viendra vous les poser s'il n'est pas mort parce qu'il a travaillé toute la journée sans pratiquement d'interruption. Merci à Justine qui nous a aidés aussi pendant tout le long de la conférence, du workshop. Merci à Léane qui est la cheville ouvrière de ce workshop et qui, depuis la France, a réussi à organiser toute la logistique, y compris le catering. Donc, merci beaucoup, Léane. Et merci à tout le monde d'avoir... Et puis, maintenant, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, tous ceux qui veulent boire un coup avec moi sont bienvenus.